Réa se réjouissait de ses futures vacances. Du haut de ses 10 ans, elle n'était encore jamais partie plus de quelques jours de la maison. Quand ses parents lui avaient annoncé qu'il passerait 2 semaines dans un camp de vacances paradisiaques, elle avait été sceptique, ne comprenant pas tout de suite ce que cela impliquait. Mais très vite, elle était passée à la joie, puis l'euphorie. La famille de Réa ne partait habituellement jamais en vacances. Ses 2 parents travaillaient et leurs horaires étaient compliqués à faire coïncider. Elle ne se rappelait plus le travail exact de sa maman, mais c'était dans un bureau avec beaucoup d'autres personnes et il fallait rester longtemps devant un ordinateur, mais pas pour jouer. Son papa, lui, travaillait dans la plus grande banque de la ville. Il protégeait l'argent de tout le monde et avait beaucoup de responsabilités. Il disait lui-même être une sorte de chevalier, mais Réa le voyait plutôt comme un dragon. Après tout, ce sont les dragons qui gardent les trésors, non ? Les chevaliers, eux, ils tuent les dragons pour voler les princesses et les trésors. En tout cas, ça faisait longtemps que la famille espérait pouvoir passer ses vacances ensemble. Des années en fait. Tout en empaquetant ses affaires, Réa faisait la liste dans sa tête. Alors voyons voir. Sa robe préférée, la bleue avec plein de petites fleurs, des chewing-gums, sa brosse à cheveux, Lily la licorne, un miroir de poche et des paillettes. Tom le nounours et bien sûr son journal intime avec verrou super sécurisé. Oui, elle était fin prête pour 2 semaines de vacances. Elle l'avait lu, mais elle avait oublié le nom du parc où ils allaient séjourner. De ce qu'elle avait pu voir sur le prospectus et le site internet, le lieu où ils allaient était tout simplement fantastique. Un immense terrain en pleine nature et ponctué de bungalows familiaux tout équipés. La petite fille avait harcelé les adultes de questions sur les lieux et elle se réjouissait de la piscine avec son toboggan et surtout tous les animaux, surtout les chevaux et les poneys. En plus, elle partait avec ses parents mais aussi sa grand-maman Estelle. Elle était super cool et super gentille et elle savait plein de trucs sur les animaux. Ce serait génial de se promener avec elle. La petite famille avait décidé de prendre la route très tôt le matin pour éviter les embouteillages du début des vacances. En temps normal, à cette heure-là, Réa dormait encore profondément. Mais comme ce n'était pas un jour normal, il était hors de question qu'elle loupe le départ. Elle serait levée et prête à sauter dans la voiture quand ses parents viendraient la chercher dans sa chambre. Elle les attendrait assise sur son lit avec sa valise posée à côté. Le lendemain matin, Réa dormait à point fermé lorsque la voiture franchit la porte du garage pour entreprendre le voyage. La petite ne s'était même pas réveillée quand son père l'avait portée et installée dans la voiture. Elle suçait son pouce et serrait Tom le nounours, emmitouflé dans une couverture sur le siège arrière. Sa petite tête reposait sur les genoux de sa grand-maman Estelle, confortablement installée sur le siège voisin. Alors qu'ils s'engageaient sur la route principale, Daphné et Pierre, les parents de Réa, lançaient un dernier signe de main à leur voisin Rudy, qui s'occuperait de la maison en leur absence. Pierre conduisait et Daphné entra les coordonnées du parc nature de la Louvière sur l'écran du GPS. La voix robotique répondit que la destination était acquise et que le trajet durerait plus de 5 heures. Après quoi Daphné coupa le son de l'appareil pour ne pas réveiller la petite. À la sortie du village, Pierre tourna doucement à droite pour prendre en direction de l'autoroute. À cette heure, on distinguait à peine les premières lueurs du jour derrière les montagnes. Une brume légère s'accumulait au-dessus des champs et des combes. Ils étaient pratiquement seuls à rouler, exactement comme prévu. Même l'autoroute était agréablement peu fréquentée. Alors qu'Estelle fredonnait en regardant l'aube rosir le ciel à travers la vitre, Daphné posa en souriant sa main sur la cuisse de son mari, qui lui rendit son sourire. Toute la famille était de bonne humeur, et le voyage s'annonçait radieux. Quelques heures plus tard, la voiture s'arrêta sur un large parking entouré par des rangées de hauts arbres. Des véhicules le ponctuaient çà et là, indiquant la présence d'autres vacanciers, mais la fréquentation des lieux semblait modérée. Accueillis par des employés souriants qui leur confièrent les clés, la famille déchargea la voiture et s'installa dans le petit chalet qu'ils avaient loué et qui serait leur maison pour les prochaines semaines. La bâtisse était modeste,
mais confortable et équipé de tout le nécessaire pour une famille. Des dizaines de petits bâtiments identiques parsemaient le parc. Celui dans lequel logeait la famille était d'ailleurs bordé de chaque côté par d'autres bungalows. Cependant, seul l'un d'entre eux était occupé. En faisant des allers-retours entre le parking et le porche du chalet, ils avaient fait la connaissance de Robert, Bob pour les intimes, un sympathique retraité arrivé quelques jours plus tôt, et qui leur donna un coup de main pour le transfert de leurs bagages. Réa était particulièrement contente d'avoir pour voisin un monsieur aussi gentil. Le bonhomme dégageait de bonnes ondes, et la famille sympathisa rapidement avec lui. Cela faisait longtemps que Bob, lui aussi, n'était pas parti en vacances, et d'un naturel tranquille, il avait opté pour une destination paisible. C'était la première fois qu'il séjournait dans ce genre de parc. Le parc en question, la Louvière, s'étendait sur plusieurs hectares. Il comprenait des bungalows mais aussi des forêts, des prairies, des étangs, des lacs et bien entendu toutes sortes de structures de loisirs comme des piscines, des spas ou encore des écuries. L'endroit était particulièrement réputé pour ses acrobranches et ses installations forestières, ainsi que pour son vaste réseau de sentiers de randonnée, comme en témoignait le marketing du site. Il y avait des activités à découvrir pour tous les âges et toutes les personnalités, le tout dans un cadre naturel idyllique. En bref, l'endroit idéal pour des vacances en famille. Profitant de leur congé bien mérité, les premiers jours de la famille au sein du parc de la Louvière furent parfaits. Un temps radieux leur permit de profiter des nombreuses piscines extérieures entre deux balades champêtres. Réa se régalait. Chaque jour comportait son lot de nouvelles aventures. Elle avait trouvé des cristaux brillants au jeu du tamis, fabriqué des cabanes à oiseaux, traversé le parcours forestier au moins 100 fois, et plein d'autres choses. Elle courait dans tous les sens, impatiente d'explorer les moindres recoins du parc. Elle avait l'impression d'être une détective parfois. Elle repérait de nouveaux détails chaque jour. Tantôt une plante ou un arbre qu'elle n'avait encore jamais vu. Tantôt une fontaine rigolote cachée derrière un buisson, ou une gravure bizarre sur une poutre, représentant un genre de visage grimaçant. Les gens qu'elle rencontrait étaient tous trop gentils. Les touristes lui souriaient presque toujours et lui racontaient parfois d'où ils venaient. Et les locaux adoraient lui offrir des petits cadeaux. Elle avait mangé toutes sortes de pâtisseries et des petits plats délicieux, jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle avait caressé des ânes et des poneys, des moutons, des chèvres et des lapins. Ce matin, elle avait même vu un castor au bord de la rivière. Il y avait des jeux, des jardins, des bains, sans compter les nombreuses promenades avec sa grand-maman Estelle, qui en profitait pour l'abreuver d'informations sur les plantes et les animaux. La forêt était immense. Elle s'étendait sûrement jusqu'à l'infini. En fait, le parc était si grand qu'elle était certaine de s'y perdre si elle se retrouvait toute seule. Il faisait sans doute des millions de kilomètres. Elle faisait donc bien attention à toujours pouvoir voir sa maman, son papa ou sa grand-maman. Des fois, elle se contentait de rester près de Bob, qui passait presque tous les matins devant leur bungalow et discutait un moment. Un soir, il les avait même invités à un barbecue sur sa terrasse à lui. Il avait préparé des saucisses, celles qui piquent. C'était ses préférées, et elle en avait mangé au moins 20. Et après, elle s'était endormie en regardant les étoiles, pendant que les grands parlaient et rigolaient. En plus des barbecues, les soirées étaient souvent agrémentées de diverses animations, comme des karaokés ou des stand-up. Les événements importants avaient la plupart du temps lieu dans l'ancienne ferme, le grand hall central du parc. Réa s'amusait énormément. Cerise sur le gâteau, elle n'avait jamais vu ses parents aussi détendus. Ils ne criaient jamais, jouaient tout le temps avec elle et avaient l'air tellement heureux. Surtout sa maman, d'ordinaire si stressée, qui semblait revivre au contact de la nature et des gens. Elle était constamment en train de se promener dans le parc, parler aux gens, se faire des amis, être invitée à droite à gauche, et elle passait beaucoup de temps avec Réa, pour le plus grand bonheur de la petite fille. Passionnée de mythologie, Daphné ravissait l'enfant avec des histoires racontées à grand renfort de gestes théâtraux, et Réa en redemandait. Un soir qu'elle venait de mettre Réa au lit, Daphné sortit doucement par la baie vitrée qui donnait sur la terrasse. Après avoir fait délicatement coulisser la lourde porte derrière elle, elle s'était assise à la table, à côté de Pierre,
et se servit un verre de vin. L'atmosphère du soir était agréablement fraîche, après une journée très chaude. Un feu crépitait dans le brasero qui trônait au milieu de la terrasse. L'air était empli d'une odeur d'herbe mouillée et de fumée. Tout était très calme. Daphné n'avait pas vécu de moment aussi privilégié avec sa famille depuis son enfance. Alors qu'elle-même était encore enfant, elle partait chaque été avec son père et sa mère au bord de la mer, près d'Axiom. Elle bénissait réellement ces instants car les derniers mois n'avaient pas été faciles. Elle avait perdu son père, quasiment 1 an auparavant, et le deuil était toujours douloureux. Paradoxalement, cette disparition l'avait rapprochée de sa mère, qui était venue s'installer à quelques rues de chez eux. Mais les deux femmes avaient néanmoins dû affronter cette douloureuse épreuve et commençaient à peine à s'en remettre. Pierre avait aussi eu son lot de difficultés. La banque avait fait des restructurations et généré un climat de concurrence entre ses employés. Il avait dû batailler ferme pour conserver son poste et n'avait toutefois touché ni prime ni bonus cette année. Heureusement, cette période semblait passer et les choses se tassaient petit à petit dans son travail. Reconnaissant, ses employeurs lui faisaient même miroiter une très prochaine et très substantielle augmentation. Une bonne chose après les tristes événements qui avaient mis leur couple à rude épreuve. Car le pire avait probablement été les soucis de santé de la petite. Réa avait contracté une forme aiguë de sarcoïdose, douleurs articulaires, occlusions, irritation des yeux et de la peau, difficulté à respirer. Tous ces symptômes avaient plongé la petite fille dans une spirale de fatigue et de souffrance, uniquement entrecoupée de phases de traitement lourds et épuisants. Durant cette période, l'incertitude, l'inquiétude et l'impuissance rongèrent Daphné et Pierre au point de les priver de la moindre nuit de sommeil. Daphné se souviendrait toujours de ces horribles mois, comme de la période où pas un jour ne passait sans son lot de pleurs et de prières. À bout de nerfs, mari et femme s'étaient déchirés, se rejetant mutuellement la faute, s'accusant de part et d'autre de ne pas en faire assez, bref, se défoulant l'un sur l'autre sous l'emprise de la tristesse, de l'angoisse et du surmenage. Au bord de la rupture, le couple avait toutefois trouvé la force de lutter et en ressortait plus fort que jamais. La maladie avait été douloureuse, difficile à diagnostiquer et encore plus à soigner. Réa avait dû plusieurs fois être mise sous assistance respiratoire et avait même failli perdre la vue. Mais au final, la crise avait disparu comme elle était venue et Réa et ses parents revivaient une vie normale depuis maintenant plus de 2 mois. En repensant à tout cela et en constatant l'amélioration, Daphné ne put s'empêcher de sourire. Regardant Pierre qui lui rendait son sourire, elle se mit à penser à l'avenir. Trop occupée ces derniers temps, elle avait maintenant l'occasion d'envisager un futur sans nuages, de réorganiser sereinement sa vie et enfin mettre de l'ordre dans les affaires de son père. Mais peut-être aurait-elle dû s'inquiéter plus tôt ? Enfin, pour l'instant, elle comptait bien profiter du moment. Elle sentait un profond besoin de se reconnecter avec son homme, grandir en elle depuis longtemps. Un filet de nuages bleutés passa doucement devant la lune, faisant un instant vaciller sa lueur, accompagnée par le chant des grillons. Le lendemain matin, les oiseaux et les cigales avaient repris la main. Pierre ne se leva pas tôt. Quand il ouvrit les yeux, le soleil était haut et Daphné n'était plus là. Elle avait sans doute quitté le lit depuis un moment déjà. Pierre culpabilisa un peu, mais pas longtemps. Après tout, il était ici pour se reposer. Ils l'avaient tous bien mérité, lui semblait-il. Après une courte douche, il se rendit dans la cuisine inondée par la vive lumière chaude des matins estivaux, où l'attendait le reste de la famille. Attablées, les 3 femmes étaient en train de petit déjeuner. Réa et Daphné faisaient des tartines avec la confiture achetée la veille. Estelle lisait un journal en sirotant un café fumant. Dès qu'elle eut aperçu son père, la petite s'élança vers lui pour lui faire un câlin. Raccompagnant Réa vers la table, Daphné le gratifia d'un long baiser. Estelle se contenta d'un bonjour sans lever les yeux de son journal. Pierre ne s'entendait pas très bien avec sa belle-mère. Par le passé, les parents de Daphné avaient plus ou moins directement reproché à leur gendre son manque d'ambition. Quant à Pierre, il avait longtemps estimé que sa femme n'avait pas bénéficié du soutien qu'elle méritait de la part de sa famille. Il les avait toujours trouvés un peu méprisants, distants, et se sentait mal à l'aise en leur présence.
Aussi avait-il fait de son mieux pour les éviter depuis qu'il sortait avec Daphné. Du côté paternel, il ne connaissait d'ailleurs quasiment personne. Fort heureusement, ses relations avec Estelle s'étaient détendues depuis qu'elle s'était rapprochée d'eux, et bien que conservant une certaine réserve à l'égard de la vieille femme, il faisait l'effort d'entretenir des liens cordiaux avec elle, par égard pour son épouse. Intégrer la grand-mère au voyage était d'ailleurs une idée de Daphné, et Pierre avait accepté, y voyant une occasion d'arrondir les angles. Et effectivement, le cadre tranquille, le repos, ou ces éléments réunis, faisait que la cohabitation se passait bien. Pierre commençait même à apprécier Estelle, et surtout son attachement à sa petite fille. Si le contact avec la grand-mère faisait du bien à Réa et à Daphné, lui aussi pouvait bien faire un effort. Cela faisait maintenant plus d'une semaine qu'ils étaient au parc de la Louvière. Habitué à un quotidien stressant, Pierre avait eu besoin d'un peu de temps pour se détendre. Le repos adoucissant les âmes, il oubliait petit à petit ses tracas et se laissait aller à profiter de la nature et de sa famille. Il saisit la cafetière et se versa une tasse bien pleine à laquelle il ajouta un peu de lait. Il tira une chaise et se mit à table pour prendre à son tour un petit déjeuner. Dans la matinée, il accompagna Réa et sa grand-mère jusqu'à la piscine du parc avant de rejoindre son épouse au spa. Comme il était encore tôt, ils étaient, pour ainsi dire, seuls dans le complexe et purent donc profiter d'un moment privilégié au cours duquel ils eurent plusieurs longues conversations. Ils n'avaient pas souvent l'occasion de parler ainsi, seul à seul. Ayant beaucoup de sujets à aborder, cela leur fit du bien. Daphné se confia sur ses angoisses, ses espoirs et ses projets d'avenir. Elle lui raconta ses aventures, déterminantes ou insignifiantes, mais aussi ses songes, particulièrement agités ces derniers temps. Pierre avait l'impression de redécouvrir son épouse et buvait ses paroles comme un assoiffé. La jeune femme s'interrompait de temps à autre en s'excusant de prendre autant de place, mais Pierre lui disait à chaque fois qu'il n'y avait rien à pardonner et qu'elle pouvait continuer. Les conversations se poursuivirent jusqu'à l'heure du repas, quand toute la famille se retrouva au restaurant pour partager une pizza. Au moment de quitter le complexe thermal, les deux amoureux se tenaient par la main. La grosse femme en tablier blanc qui leur apporta les apéritifs souligna de manière énergique à quel point elle trouvait Réa mignonne. Pinçant la joue de la petite fille, elle affichait un large sourire. Son insistance en était gênante, et Réa se dégagea d'un mouvement de tête avant que la grosse serveuse ne s'en retourne en se dandinant vers les cuisines. Pour oublier cette rencontre pour le moins lunaire, la petite fille se concentra sur son verre de soda, dans lequel la lumière créait des reflets caramel. Elle se dit que les adultes étaient quand même bizarres, ou en tout cas certains d'entre eux. À la piscine avec grand-maman, elles étaient presque toutes seules. Enfin quoi, qu'est-ce que les gens pouvaient bien fabriquer quand il y avait une piscine à leur disposition? Elle voulait y aller tous les jours. En plus, toutes les personnes qu'ils avaient croisées aujourd'hui avaient eu un comportement vraiment bizarre, même les employés du parc. Plusieurs fois, elle avait surpris un baigneur, un gardien ou un promeneur en train de les observer. Son papa disait toujours qu'il fallait faire attention aux gens qu'on ne connaît pas et qu'il y avait des méchants qui pouvaient enlever les enfants. Elle fut donc d'autant plus contente de voir Bob les rejoindre après le repas pour prendre un café. Elle n'avait pas tout compris à la discussion des grands. Elle n'avait pas tout écouté d'ailleurs, elle devait bien l'avouer, mais Bob avait l'air en colère. Apparemment, il y avait eu un problème avec son séjour et on lui avait demandé de s'en aller. Réa ne put s'empêcher de rigoler quand le bonhomme expliqua qu'il n'en avait rien à faire et qu'il resterait le temps qu'il voudrait. Il utilisait beaucoup de gros mots quand il parlait, mais prenait soin de s'excuser après. Il était vraiment trop rigolo, Bob. Et ses parents avaient même proposé de l'héberger dans leur propre bungalow si quelqu'un prenait le sien. Après quoi, toute la tablée avait éclaté de rire. La famille profita d'un après-midi magnifiquement ensoleillé pour se balader dans la forêt. Réa admira tout particulièrement le sentier des statues, qui était bordé de sculptures taillées dans des troncs d'arbres et qui représentaient tout un tas de créatures féeriques. La journée se termina en beauté avec des grillades sur la terrasse du chalet. Quand ses parents lui dirent qu'il était l'heure d'aller au lit, elle riposta qu'elle était en pleine forme et qu'elle allait veiller toute la nuit. Bordée par sa maman, elle sombra presque instantanément dans un profond sommeil.
Ainsi endormie, la petite ne remarqua pas le cortège de lumière passant régulièrement devant sa fenêtre, signe d'une multitude de véhicules quittant le parc dans la nuit. Estelle s'était toujours levée aux aurores, d'aussi loin qu'elle s'en rappelait. Ainsi, elle avait toujours été la première debout au cours du séjour. Habituellement, elle commençait la journée avec une tasse de café et quelques pages de mots croisés en attendant les autres. Habituellement, ils se levaient 1 à 2 heures plus tard et habituellement, ils prenaient alors leur petit déjeuner ensemble. Mais pas aujourd'hui. La vieille femme n'avait guère de patience et, ne constatant aucun mouvement dans les chambres, elle décida d'aller par elle-même réveiller les jeunes. Se relevant péniblement de sa chaise, elle se dirigea vers la chambre de sa fille et de son gendre. Elle n'y trouva personne. Le lit était défait, les rideaux tirés. Les avait-elle manqués ? De plus en plus inquiète, elle traversa à pas rapides le couloir pour constater avec effarement que la petite Réa manquait elle aussi à l'appel. Estelle était petit à petit gagnée par un sentiment d'angoisse, mais l'expérience lui avait appris à ne pas paniquer sans raison. Avec le temps, elle avait compris que l'énergie était un bien précieux et qu'il ne fallait pas la sacrifier aux suppositions ou à l'anxiété. Respirant profondément, Estelle passa mentalement en revue les possibilités. Elle avait peut-être oublié une activité de bon matin à laquelle la famille s'était rendue avant son réveil. Mais non, sa mémoire était encore infaillible pour l'instant. Elle pouvait citer les noms et prénoms de ses ancêtres et cousins, ainsi que ceux de son mari, sur au moins 4 générations. Elle pouvait en faire de même pour presque toute personne qu'elle connaissait. Non, elle n'avait rien oublié. Un imprévu ? Daphné lui aurait laissé un mot, ou au moins envoyé un message. Par acquis de conscience, elle vérifia son téléphone, mais rien. Les appels qu'elle passa restèrent sans réponse. Le téléphone de Pierre était resté dans sa chambre, et celui de Daphné semblait hors ligne. Voyons, faisons le point. Pas de panique. S'il n'était pas au bungalow, il pouvait y avoir de nombreuses explications. Estelle fit glisser la porte-fenêtre et sortit de la bâtisse pour faire le tour. Toujours personne. La voiture peut-être ? Elle y rechignait un peu, mais elle pouvait toujours aller voir sur le parking. Elle chaussa une paire de Crocs et descendit les quelques marches extérieures qui menaient jusqu'au petit chemin de bitume serpentant entre les différentes habitations, sans même fermer la porte. D'un pas vif, elle parcourut les quelques dizaines de mètres qui la séparaient du parking. Ce dernier était désert, et Estelle marqua un temps d'arrêt. Encore nombreuses le soir précédent, il ne restait plus que 2 voitures garées, seules, sur la place de béton. L'une d'elles appartenait à Pierre et Daphné, et la seconde à leur voisin Bob. Devant le calme qui régnait aux alentours, Estelle ne put réprimer un frisson. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Où étaient-ils tous passés ? Et surtout les siens. En rebroussant chemin, elle croisa Bob, qui se rendait lui aussi au parking, et elle lui expliqua la situation. Il lui suffit de quelques mots pour convaincre l'homme de lui porter assistance dans ses recherches. Après un tour du voisinage infructueux, ils se rendirent tous deux au centre des visiteurs dans le but de demander à la réception s'ils avaient vu la famille d'Estelle ou s'ils pouvaient la localiser. Le centre s'était également dépeuplé. Il n'accueillait plus que de petits groupes épars de touristes, alors qu'il fourmillait d'activités encore la veille. Bien qu'intrigué, Bob n'eut pas l'occasion de s'interroger longtemps. Ils s'adressèrent rapidement au stand de la réception, où personne ne semblait avoir vu le couple ou la petite fille. L'attitude désinvolte des réceptionnistes exaspéra Estelle, qui leur demanda de bien vouloir localiser sa famille. Devant cette demande, son interlocuteur, un jeune homme au regard morne et aux cheveux gras, fit une grimace d'agacement. Il répondit que cette manipulation était techniquement impossible. Franchement irritée et de plus en plus inquiète, Estelle déclara avec impulsivité qu'ils allaient devoir prévenir la police si rien n'était fait. Après une nouvelle hésitation, l'employé rétorqua que la sécurité du parc allait faire le nécessaire. Absolument insatisfaits par cette réponse, les 2 seniors insistèrent pour que la police fût avertie. Le regard de l'employé trahit une irritation grandissante, même à travers les versales de ses lunettes. Après un instant toutefois, son visage se détendit et un large sourire dévoila ses dents. Il partit d'un « mais bien entendu »
avant de saisir le téléphone et composer le numéro d'urgence de la police. Moins d'une heure plus tard, une patrouille arriva au parc de la Louvière. 4 policiers en uniforme se mirent à fouiller les lieux pendant qu'un autre prenait la déposition d'Estelle. Tout le parc fut bloqué et le personnel questionné. Malheureusement, après un long moment d'investigation minutieuse, les officiers n'avaient trouvé aucune trace de la fillette ou de ses parents. Même les chiens perdirent sa piste au milieu du sentier qui menait au centre des visiteurs. C'était comme si la terre les avait avalés sans rien laisser derrière. Ils s'étaient simplement évanouis. Les officiers tentèrent également de rassurer Estelle en lui disant que sa famille allait sans doute très bien et qu'elle finirait par réapparaître. Ils avaient prévenu leurs collègues et une patrouille était déjà en route pour la maison de Pierre et Daphné pour vérifier s'ils n'étaient pas simplement rentrés chez eux. Mais bien qu'appréciant être prise au sérieux et malgré le dispositif policier, Estelle restait terriblement inquiète. Bob lui posa une main compatissante sur l'épaule et lui proposa une tasse de thé ou de café pour reprendre ses esprits. Estelle commençait à être âgée. Ses os et ses muscles n'avaient plus leur force d'antan et son cœur était fragile. Plutôt que broyer du noir ou tourner en rond comme un lion en cage, elle accepta et s'assit à la table en bois de la terrasse de Bob. Les gendarmes restèrent auprès d'eux et continuèrent à fouiller le parc, jusqu'à ce qu'un brigadier vînt leur annoncer qu'il n'y avait personne chez eux. Des recherches avaient été lancées dans toute la région et seraient étendues si elles ne donnaient rien. Le policier jura à Estelle qu'il les retrouverait et qu'ils étaient sur le coup. Voyant la mine déconfite de la vieille dame, il prit encore une fois le temps de la rassurer. Il lui expliqua qu'elle avait eu raison de les prévenir rapidement, car plus tôt l'alerte était lancée, plus tôt on retrouvait les disparus. Par la suite, Bob et Estelle ne furent pas laissés seuls une seconde. Différentes équipes se relayèrent tout l'après-midi pour continuer les recherches dans le parc. Certaines avaient des chiens renifleurs, d'autres étaient accompagnées d'inspecteurs, questionnant le personnel et les touristes restants. Les bâtiments furent fouillés de fond en comble, chaque véhicule analysé à la loupe, les bois passés au peigne fin. Le soir venu, alors que la lumière déclinait, les gendarmes continuèrent à la lueur des lampes torches, mais Pierre, Daphné et Réa restaient introuvables. Ne tenant plus sur ses jambes, Estelle finit par s'effondrer dans le canapé du salon, devant la baie vitrée, dévorée par l'angoisse. Et évidemment, elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Alors que la lune disparaissait peu à peu à l'horizon, et que se devinaient les premières lueurs de l'aube, Estelle, allongée sur le canapé du petit salon, n'avait toujours pas dormi une seconde. Elle commençait d'ailleurs à ressentir les effets de la fatigue et du stress. Ses articulations la faisaient souffrir et elle avait mal à la tête. Elle se sentait exténuée, mais n'avait aucunement l'intention d'abandonner les recherches. Bob était resté se reposer quelque temps dans son propre chalet, mais avait promis de revenir un peu plus tard. Les brigades policières se succédaient toujours dans les environs et des renforts étaient, semble-t-il, en route pour couvrir plus de terrain. À travers la baie vitrée entr'ouverte, la vieille dame pouvait d'ailleurs entendre les éclats de voix des agents et les aboiements des limiers. Se relevant pour s'asseoir sur le sofa, Estelle sentit toutes ses vertèbres craquer et poussa un gémissement. 2 jeunes policiers passèrent devant la fenêtre et lui firent un signe de main. Elle voulut le leur rendre, mais ils avaient déjà disparu de son champ de vision. Estelle se leva, et cette fois ce furent tous les os de ses jambes qui craquèrent. Péniblement, elle passa un châle sur ses épaules et sortit sur la terrasse dans la fraîcheur des derniers moments de la nuit. Le brasero était éteint et une fine pellicule de rosée recouvrait chaque surface. Les 2 agents qu'elle venait de voir étaient un peu plus loin, affairés à faire fonctionner une radio. Un autre groupe de policiers étudiait une carte du parc, à quelques pas de là. Estelle marcha un peu, contournant le bungalow. Elle tomba sur Bob qui discutait avec un autre touriste sur le porche. Quand il l'aperçut, le retraité prit congé et se dirigea vers elle. Il lui demanda comment elle se sentait. Il s'inquiétait. Estelle était touchée, car après tout, rien ne l'obligeait à tant de sollicitude. Alors que Bob essayait à nouveau de la rassurer,
l'esprit d'Estelle vagabonda. Ses yeux se posèrent tour à tour sur les équipes de recherche, les inspecteurs qui prenaient des dépositions, les familles de touristes anxieux, et une jeune femme, hagarde, qui lui retournait son regard dans les buissons d'un bosquet. Daphné. C'était Daphné, elle en était sûre. Emportée par ses émotions, Estelle s'élança dans la direction de sa fille et cria son nom. Elle fut retenue par Bob, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qui avait posé une main sur son avant-bras. Alors qu'elle se dégageait, elle détourna les yeux une seconde et quand elle chercha à nouveau Daphné, elle ne put la retrouver. Bob avait été rejoint par une jeune policière et tous deux tentaient de calmer la vieille dame, qui pleurait et s'agitait désormais dangereusement. Mais Estelle était sûre qu'elle n'avait pas rêvé. Elle avait vu sa fille dans cette maudite forêt. Et elle avait besoin d'aide. Il fallait absolument y aller, la suivre, la retrouver. Après quelques minutes, et voyant qu'Estelle ne s'arrêterait pas, Bob et la policière décidèrent de l'accompagner là où elle pensait avoir vu la jeune femme. Devant la détresse de la vieille dame, le capitaine de police finit par céder et autorisa le petit groupe à suivre cette piste en leur demandant un contact radio régulier. Dans les buissons, il n'y avait personne, mais les lampes torches révélèrent effectivement des traces de pas dans la terre humide. Des traces de pas nus qui s'éloignaient dans la forêt. Tant bien que mal, le trio tentait de suivre la piste, mais autant Bob que la policière n'avaient pas grand espoir d'aboutir à quelque chose et envisageaient de rebrousser chemin. Même si Estelle était sûre d'elle, ça faisait maintenant plus d'une demi-heure qu'ils marchaient dans la même direction, et il était presque impossible qu'aucune équipe de recherche n'ait déjà exploré la zone. Du moins était-ce le cas, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un spectacle étonnant. Un genre de cabane trônait au centre de la petite clairière, dans laquelle ils venaient de déboucher. En fait, c'était pas vraiment une cabane, il s'agissait plutôt d'un genre d'abri électrique, une petite construction en béton munie d'une unique porte en acier, sans fenêtre ni ouverture. La porte était ouverte et donnait visiblement sur un escalier qui s'enfonçait sous terre. Estelle s'était arrêtée, perplexe. D'après elle, il fallait forcément descendre pour retrouver sa famille. L'agent Rainer, la policière qui l'accompagnait, tentait de joindre ses collègues pour obtenir des informations sur cet endroit. Entre les parasites, elle put comprendre que personne ne savait de quoi elle parlait, mais que des renforts allaient lui être envoyés. Bob, lui, était des plus sceptiques. Il avait vécu pas mal de choses et avait une certaine expérience de la vie. Il sentait très bien qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il n'était jamais venu dans cette clairière, et il ne prétendait pas avoir fait le tour de tout le parc, mais il lui semblait qu'un endroit aussi singulier l'aurait tout de même marqué. Oui, c'était bizarre. Néanmoins, il ne laisserait pas tomber Estelle dans un moment aussi critique, et si elle avait besoin de son aide, il l'accompagnerait. Pour l'instant, l'agent Rainer était partagé. Elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait bien risquer ici, dans ce parc de vacances, mais il pouvait arriver tellement de choses à deux personnes âgées, fatiguées et à bout de nerfs. Et elle ne se voyait pas leur passer les menottes au milieu de nulle part, ou attendre bêtement ses collègues. Son travail était quand même de protéger les gens. D'un autre côté, elle représentait aussi l'autorité, et elle espérait qu'Estelle se montrerait raisonnable. Elle fut donc rassurée quand la vieille dame accepta d'attendre l'arrivée des renforts. Elle s'apprêtait à s'asseoir afin de reposer ses jambes fatiguées, lorsqu'un cri retentit des tréfonds de l'escalier. Un cri d'enfant. Un cri d'enfant terrorisé, suivi d'un autre. Cette fois, Rainer et Bob l'avaient aussi entendu. Bien que distant, le son était clair et provenait de l'ouverture béante du bâtiment de béton. Tant pis pour les renforts. Rainer annonça à ses collègues qu'elle entrait dans la construction. Un faible « bien reçu » sortit en grésillant de la radio au moment où un troisième hurlement la poussa à passer le seuil, à s'engager dans l'escalier. Alors qu'elle s'enfonçait dans les ténèbres, elle sentit Bob et Estelle sur ses talons. Elle aurait dû leur dire de rester à l'extérieur, de l'attendre, mais leur présence la rassurait. Les ombres qui l'entouraient et les marches froides qui descendaient toujours plus bas lui inspiraient un certain malaise. Tous trois allumèrent les lampes torches, mais les faisceaux s'évanouissaient dans le noir à peine quelques mètres devant eux. La lueur de l'entrée s'évanouissait peu à peu derrière eux,
Ne se laissant pas abattre, Rainer rassura ses deux compagnons et, malgré ses propres doutes, continua sa descente. Ils descendirent longtemps, bien plus qu'ils ne se l'étaient imaginé. Les marches de béton continuaient à se dérouler devant la jeune policière, toujours dans des ténèbres impénétrables. Les murs étaient également en béton, et par endroits, on devinait des câbles ou des canalisations dans les angles. Visiblement, cette structure avait une utilité, peut-être un genre d'abri atomique ou de bunker, mais quel était l'intérêt d'un pareil édifice au sein d'un parc naturel ? Peu importe au final, tout ce qui comptait en cet instant, c'était de retrouver la famille d'Estelle. Après un temps qu'elle avait du mal à estimer, la policière atteint enfin la dernière marche. Devant elle s'étendait désormais un long couloir étroit donnant sur une unique porte. Cette fois, la porte comportait une petite ouverture grillagée à hauteur des yeux par laquelle filtrait un filet de lumière rougeâtre. Le trio s'approcha et l'agent Rainer posa la main sur la poignée métallique. La poignée tourna. La porte n'était pas verrouillée.